Bonjour, dans cette vidéo de cours, nous allons aborder les transformations de la matière et plus particulièrement la partie 1, les différents types de transformations de la matière. Dans cette partie 1, nous allons aborder de manière succincte les transformations physiques, les transformations chimiques et les transformations nucléaires. L'objectif étant de parvenir à distinguer ces trois types de transformations à partir des équations chimiques qui les modélisent. Alors en introduction, les différentes transformations de la matière, les définitions en quelque sorte. Alors, ce qu'on va appeler les transformations physiques, c'est lorsque la matière change d'état physique, mais que les entités chimiques ne sont pas modifiées. C'est le cas par exemple quand on fait bouillir de l'eau qui passe de l'état liquide à l'état vapeur, mais reste de l'eau. C'est le cas quand on fait fondre du fer qui passe de l'état liquide à l'état solide, mais reste du fer. Donc les transformations physiques, on va y trouver par exemple les phénomènes de fusion, de vaporisation, de liquéfaction, mais aussi de dissolution comme nous allons le voir. On a aussi les transformations chimiques. Dans ce cas-là, les entités chimiques sont modifiées. C'est-à-dire on va passer d'un atome ou d'une molécule à un autre atome et une autre molécule, voire un ion, mais les éléments chimiques sont conservés. C'est-à-dire que si on a du carbone au départ, on va avoir du carbone parmi les produits, donc à la fin de la transformation. Alors des exemples de transformation chimique, on a les combustions, on a aussi toutes les réactions que vous voyez en TP de chimie, donc les réactions d'un acide sur un métal que vous avez vu au collège par exemple. Troisième type de transformation nucléaire, les transformations nucléaires. Dans ce cas-là, cela touche complètement les noyaux atomiques qui sont modifiés et on aura aussi les éléments chimiques qui seront modifiés. Alors, parmi les transformations nucléaires, on va voir les phénomènes de fusion nucléaire, de fission nucléaire, de radioactivité. Alors, par exemple, la fusion nucléaire, c'est la transformation qui se passe au niveau du Soleil et qui libère énormément d'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques. Petite remarque justement au sujet de ces transformations. Certaines de ces transformations, qu'elles soient physiques, chimiques ou nucléaires, libèrent de l'énergie thermique, c'est-à-dire qu'elles libèrent de la chaleur lorsqu'elles s'effectuent. Dans ce cas-là, on va avoir une augmentation de la température et on dit que ce sont les transformations exothermiques. Par exemple, bien évidemment, la combustion du charbon est une transformation exothermique, elle libère de la chaleur. La fusion nucléaire au sein du Soleil est une transformation exothermique. D'autres transformations ont, elles, besoin d'énergie thermique pour se réaliser, c'est-à-dire qu'il faut qu'on chauffe pour que la matière se transforme, ou alors la température va diminuer lors de la transformation. C'est ce qu'on va appeler les transformations endothermiques. Alors des exemples de transformations qu'il faut chauffer, qui ont besoin d'énergie thermique pour s'effectuer, on va trouver par exemple le phénomène de vaporisation, notamment le phénomène d'ébullition, ou le phénomène de fusion. Voilà, pour faire fondre le fer, il faut le chauffer à très haute température. Alors, nous allons maintenant nous intéresser un peu plus précisément aux transformations physiques et regarder un petit peu comment on les modélise par des équations. Donc voilà trois exemples de modélisation de transformation physique. Ce que l'on peut voir dans ces trois transformations, quand on prend la première, on a de l'eau qui devient de l'eau. Ici, on a du fer qui reste du fer, et ici de l'eau qui devient de l'eau. Donc il n'y a pas de modification des entités chimiques. Par contre, la petite lettre qui est écrite ici entre parenthèses va donner l'état de la matière. L veut dire liquide, G veut dire gaz, ça veut dire qu'ici on a de l'eau liquide qui devient de l'eau gazeuse. Enfin, de l'eau à l'état gazeux, pardon. Donc ça nous donne, c'est ce qu'on appelle un phénomène de vaporisation. Donc on va voir ici modification de l'état physique. On passe de liquide à gaz, mais sans modification des entités chimiques, on avait des molécules d'eau, on a encore des molécules d'eau. Donc ceci, ça correspond à la vaporisation de l'eau, puisqu'on passe de l'état liquide à l'état gaz. Ici, on a du fer qui passe de l'état solide à du fer qui passe à l'état liquide, ce qu'on va appeler de la fusion du fer. Et ici, on a de l'eau, des molécules d'eau qui vont passer de l'état gazeux à l'état liquide. Donc là, c'est l'opération inverse, le phénomène inverse de cette transformation de vaporisation. C'est ce qu'on va appeler la liquéfaction de l'eau. Dans les transformations physiques, on a des cas particuliers qui sont les dissolutions. Alors par exemple, deux types de dissolution. La dissolution d'un composé moléculaire, c'est-à-dire d'une espèce chimique qui est constituée d'entités chimiques sous forme de molécules. Alors c'est le cas par exemple de la dissolution du sucre dans l'eau. Quand on dissout un sucre dans l'eau, ça veut dire lorsqu'on apporte du sucre, alors ici les molécules de sucre sont représentées de manière rouge ordonnée, c'est un solide, et ici les molécules d'eau sont dans un état désordonné mais compact, donc c'est l'état liquide. Donc quand on va dissoudre le sucre dans l'eau, en fait le sucre on va le voir disparaître. En fait, c'est pas que le sucre ne disparaît pas, évidemment, les molécules de sucre se retrouvent dispersées au milieu des molécules d'eau, et donc on ne les voit plus. Donc ça, c'est quand on va modéliser ceci, on va modéliser sous cette forme-là. Ça, c'est l'équation de la molécule, la formule d'une molécule de saccharose, qui est l'entité chimique que l'on trouve dans le sucre.
Ici, on va dire qu'une molécule de saccharose solide est devenue une molécule de saccharose aqueuse. Aqueuse, ça veut dire qu'elle se représente sous forme d'un soluté dans une solution aqueuse. Donc ça, on l'avait vu précédemment. Donc quand on passe de S solide à AQ, aqueux, ça veut dire qu'on a une dissolution. Alors une remarque, attention à ne pas confondre avec la fusion. Quand on fait chauffer du sucre, on va en faire du caramel. Et là, c'est plus de la dissolution, c'est de la fusion. Ça va se représenter sous la forme molécule de saccharose solide devient molécule de saccharose liquide. Donc attention à ne pas confondre les deux, hein. Dissolution et fusion sont deux transformations physiques différentes. Dernier cas de transformation physique, la dissolution d'un composé ionique. Donc c'est le cas du sel, par exemple, que l'on va dissoudre dans l'eau. Alors là, ça va se représenter sous cette équation. Donc c'est la seule fois où on aura une transformation physique où on voit qu'on passe entre les réactifs et les produits. Ici, on a deux produits alors qu'on n'avait qu'un seul réactif. Alors attention au piège, hein. NaCl, c'est ce qu'on appelle un solide ionique, on l'a déjà vu. Donc un solide ionique, ici on a une image qui représente la dissolution du composé ionique. Un solide ionique, c'est un solide qui va être composé d'ions positifs et négatifs. Donc ici, par exemple, les ronds jaunes symbolisent les ions sodium Na+, les ronds verts représentent les ions chlorure Cl-. Et donc quand le sel est à l'état solide, les ions sont euh, ordonnés, rapprochés les uns par rapport aux autres, qui sont liés par des interactions électrostatiques. Et quand on les met au contact de l'eau, qui sont représentées ici par ces molécules rouges et blanches, l'eau va venir arracher, entre guillemets, les différents ions et les solvater, c'est-à-dire qu'elle va venir les entourer, pour qu'on obtienne à la fin des ions Cl- et des ions Na+, qui sont dispersés dans l'eau, donc qui sont bien à l'état de soluté aqueux, comme dans le cas des composés moléculaires. Donc attention à cette dernière particularité, la dissolution d'un composé ionique, on a une équation qui est un peu particulière. Une dernière remarque, parmi les transformations physiques, certaines sont exothermiques, c'est-à-dire qu'elles libèrent de la chaleur, donc quand de l'eau passe de l'état gazeux à l'état liquide, ça se fait en libérant de la chaleur, et beaucoup d'autres sont endothermiques, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de chaleur, elles consomment de l'énergie thermique pour pouvoir se réaliser, et elles sont facilitées évidemment plus la température est élevée. Rapidement sur les transformations chimiques, puisque nous y accorderons une partie entière de ce cours sur les transformations chimiques. Donc simplement voilà différents types de transformations chimiques que l'on peut retrouver. Ici, il est représenté la combustion du carbone que vous avez vu au collège, la combustion de l'essence ou l'action de l'acide sur le fer. Alors quand on regarde des transformations chimiques, quand on les lit, on peut voir ici, donc on a un atome de carbone et qui va réagir avec une molécule d'eau pour donner une molécule de CO2. Donc on a un atome et une molécule de dioxygène qui se transforment en une nouvelle molécule de dioxyde de carbone. Donc on a bien, comme la définition le dit, une modification des entités chimiques. Un atome et une molécule forment une autre molécule. Par contre, on n'a pas de modification des éléments chimiques. On avait l'élément carbone, on retrouve l'élément carbone dans les produits. On avait deux éléments oxygène, on retrouve deux éléments oxygène dans les produits. Une remarque, hein, dans les transformations chimiques, on va associer aussi l'état physique. Ça veut dire qu'on a fait brûler du carbone à l'état solide. En fait, c'est du charbon de bois, grosso modo, hein, et dans du dioxygène gazeux, et ça nous donne du dioxyde de carbone gazeux. On retrouve un peu les mêmes caractéristiques dans la combustion de l'essence. Par exemple, ici, ce sont donc des molécules d'essence qui réagissent avec des molécules de dioxygène pour former des molécules de dioxyde de carbone et des molécules de H2O. On a bien une modification de l'identité chimique. Ici, cet autre exemple, on a donc des atomes qui réagissent avec des ions pour former d'autres ions et des molécules. Donc on a bien encore modification des entités chimiques. Dernière chose, j'ai déjà utilisé ce vocabulaire, mais c'est le vocabulaire qui est plutôt associé aux transformations chimiques. Je vous rappelle qu'on distingue dans une transformation les réactifs et les produits. Les réactifs, c'est ce qui est à gauche de la flèche, c'est ce qui est consommé, et les produits, c'est ce qui va se former lors de la transformation chimique. Donc les réactifs sont avant la flèche, les produits sont après la flèche, et c'est vrai pour toutes les transformations chimiques. Donc on utilisera ces termes de réactifs et de produits. Dernière chose, les transformations nucléaires. Donc dans le cas des transformations nucléaires, on a des équations qu'on peut représenter soit... Alors ce sont toujours, dans le cas des transformations nucléaires, ce sont toujours des atomes qui vont réagir entre eux. Et donc on peut représenter ces transformations nucléaires soit avec les numéros atomiques et les nombres de masse, soit sans numéro atomique et sans nombre de masse. Ce qu'on va pouvoir remarquer surtout, sans rentrer dans les détails pour l'instant,
C'est qu'on passe ici, par exemple, d'un atome d'uranium à un atome de krypton, un atome de barium. Ce que l'on voit, c'est qu'on a bien conservé des atomes, mais par contre, l'uranium, ici l'élément uranium, n'est pas présent parmi les produits. Donc on a ici modification des éléments chimiques, qui est aussi liée à la modification des noyaux atomiques, puisqu'on avait un noyau atomique ici à 92 protons, et on a formé deux noyaux atomiques qui ont 36 et 56 protons. Donc on a bien modifié les noyaux atomiques. Donc ça peut se faire avec les numéros atomiques ou sans les numéros atomiques, où on voit ici qu'on a l'élément radon ici qui donne du polonium et de l'hélium. On a vraiment des éléments différents. Une remarque, hein, donc ça vous le verrez plutôt en première, en enseignement scientifique. Ça, c'est une réaction de fission nucléaire, de fusion nucléaire et une réaction de désintégration radioactive d'uranium. Une remarque, les réactions de fission et de fusion nucléaire sont des transformations nucléaires extrêmement exothermiques. La fission nucléaire, c'est ce qui est utilisé dans les centrales thermiques pour produire de l'énergie électrique. Et la fusion nucléaire, c'est utilisé, donc ça c'est la réaction qui se produit au niveau du Soleil et qui libère toute l'énergie solaire. Si on fait un petit bilan, ce qu'on va vous demander de savoir faire à partir de cette première partie, c'est d'être capable de distinguer, quand on vous donne des équations comme celle-ci, de distinguer les transformations physiques, chimiques et nucléaires. Alors, si on le fait, si on regarde rapidement, ici on a des choses qui sont simples à voir. Par exemple, si on prend ces équations de transformation ici, on a bien de l'hydrogène qui donne de l'hélium. Là, ici, on a donc pas de conservation des éléments chimiques. Donc pas de conservation des éléments chimiques, ça signifie qu'on a à faire des transformations nucléaires. Ici, on a au contraire une molécule d'eau qui est restée une molécule d'eau, simplement elle est passée de l'état gazeux à l'état liquide. On a donc une modification de l'état physique sans modification des entités chimiques. Je vous rappelle ici, on a le cas particulier de la dissolution d'un solide ionique qu'il va falloir apprendre à reconnaître. Donc dans ce cas-là, on est dans le cas des transformations physiques. Dernière partie, ici on a une modification des entités chimiques. Un atome de fer devient un ion fer. Des ions d'hydrogène donnent des molécules de dihydrogène. Donc il y a modification des entités, mais il n'y a pas modification des éléments chimiques. L'élément fer est parmi les réactifs et parmi les produits. L'élément hydrogène est présent parmi les réactifs et parmi les produits. C'est donc une transformation chimique.